on a une sécheresse depuis 2 ans, dont cette année-ci encore pire que l'année dernière. Et pourquoi est-ce que quand il pleut, pendant une semaine, de manière intensive, ça ne remplit pas les nappes phréatiques? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui devrait se passer pour que ça marche? Ok. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on va pas faire l'histoire de la Terre, parce que c'est très compliqué pour revenir à l'eau. Parlons simplement je dirais, de l'eau dans le sol. On ne parle que de ça. Alors si on parle de l'eau dans le sol, souvent les gens me disent, tiens, quand vous ferez un trou, vous tombez sur une espèce de un grand réservoir dans lequel il y a de l'eau. Les gens pensent tous ça. Et ce n'est pas du tout ça. En fait, l'eau dans le sol, elle peut y être de deux manières. Soit elle est dans un sol, soit elle est dans une roche. Alors, le sol, c'est la roche qui a été réduite en morceaux par l'action du climat, etc. Et donc, le résidu de cette altération, c'est un sol. Donc, si on fait un trou ici dans la prairie, on va tomber sur quelque chose que l'on peut creuser avec une pelle, c'est un sol. Et puis, à un moment donné, quand on sera arrivé à 5, 6, 7 mètres de profondeur, on va arriver dans quelque chose d'extrêmement dur, on ne peut plus passer avec une pelle, c'est la roche. Bon, alors, l'eau dans le sol, en gros, dans un sol, elle est présente uniquement dans les vides intergranulaires qu'il y a entre les grains que compose ce sol. Alors le sol, il peut être soit grossier, ce sont des gros graviers, soit très fin, ce sont des argiles. Et donc, il y a une proportion de vide plus ou moins grande dans l'argile ou dans le sable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la perméabilité de pore, que l'on appelle habituellement la perméabilité en petit. Dans les roches, la perméabilité, donc l'eau, se trouve dans les vides qu'il y a dans les roches. Mais il n'y a pas beaucoup de vide dans les roches. Donc, c'est dans les fractures des roches que se trouve l'eau. Donc, plus la roche est intensément fracturée, plus il y a d'eau dedans. Et cette porosité-là, en général, par exemple dans un calcaire, les fissures sont nettement plus grandes, je dirais, plus larges que ce qui existe dans l'intergranulaire. Et donc on parle de perméabilité en grand. Donc ce sont les deux sortes de perméabilité. Alors, l'immense majorité des puits qui existent en Belgique sont des perméabilités en petit. On fore essentiellement le long des rivières, ou le long des ruisseaux, ou dans les alluvions qui bordent tous ces ruisseaux. Et donc on travaille dans une perméabilité en petit. Et puis le reste, c'est la perméabilité en grand. On fore dans des calcaires, souvent pour des gros débits, on fore dans des calcaires. Donc voilà comment, ça c'est juste pour dresser le paysage. Alors il y a deux types de nappes. L'eau est présente dans le sol de deux manières différentes. Le premier type, le plus courant, c'est 95 à 98% des nappes dans le monde. Ce sont des nappes libres. Alors pour faire simple, comment ça fonctionne? Tu prends ta baignoire chez toi, tu la remplis de sable, tu fais un trou au milieu et tu mets un tube, c'est le puits, tu pompes, évidemment tu as mis de l'eau dans ta baignoire et tu as rempli jusqu'à un certain niveau, mais pas pour déborder le sable, hein, restez. Quand tu regardes dans ton puits, ton niveau d'eau est à la hauteur de ce que tu as rempli, là où les grains sont saturés. Et donc tu as ton niveau statique qui est là. Bon. Si tu pompes dans ce petit trou, tu vas voir que l'eau va rentrer dans le tuyau que tu as mis, et puis petit à petit, il n'y aura plus assez d'eau pour remplir le tuyau si tu pompes au même débit, et petit à petit, le niveau à l'intérieur de la nappe va partir en cône, c'est-à-dire que le puits va influencer de plus en plus loin la nappe. Ce qui se passe dans les carrières, en fait, quand ils cherchent à protéger la carrière de l'inondation, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils repoussent beaucoup plus loin. C'est ça, donc si tu fores, imaginons que ceci soit mon puits, le niveau statique il est là, quand tu pompes, petit à petit, tu vas voir que
la courbe de niveau de saturation de l'eau, elle va faire ça, puis ça, au départ, puis elle va faire ça, puis ça, puis elle va faire ça, et elle va partir et elle va aller chercher l'eau le plus loin possible. Tout dépend de la perméabilité des alluvions que tu as là. Et donc, le cône va s'agrandir et à un moment donné, il va se stabiliser. Parce que ce qui rentrera dans la nappe loin équivaudra à ce que tu pomperas. Et donc, ce rayon que l'on voit là, d'accord, une fois que c'est stabilisé, c'est ce qu'on appelle le rayon d'influence du puits. Il est inutile de forer un deuxième puits dans ce rayon d'influence parce que tu prendras la même eau et tu n'auras pas plus d'eau. Si tu veux faire un deuxième puits équivalent, tu dois te mettre à 2 fois le rayon et tu recommences et tu fais un deuxième puits. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une nappe libre? Parce qu'évidemment, dans le puits, quand tu pompes, le niveau d'eau est descendu jusqu'à se stabiliser à un certain moment. Et si tu arrêtes de pomper, le niveau d'eau va mettre un certain temps pour remonter, et il va remonter à son niveau initial. La nappe libre est dite libre parce que le niveau d'eau peut librement descendre ou monter selon l'intensité du pompage ou l'intensité de la pluviométrie. Okay. Ça, c'est la nappe libre. Donc c'est selon l'intensité du vidage et l'intensité du remplissage. Exactement. Okay. Voilà. C'est qui? Et donc c'est ça une nappe libre. Alors évidemment, l'eau qui va rentrer dans la nappe, c'est l'eau qui tombe à la surface du sol, et tu peux estimer en gros que 70% vont partir, va être de l'eau de ruissellement et filer vers la rivière, vers les ruisseaux puis les rivières, et une trentaine de pourcents va rentrer dans le sol. Et c'est ces 30% qui vont rentrer. Seulement ces 30%, ils doivent rentrer dans l'espace intergranulaire. Habituellement, dans les prairies, ce n'est pas des graviers. Habituellement, c'est des siltes, des argiles et des limons. Donc pour passer dans ces espaces intergranulaires extrêmement fins, l'eau, pour descendre jusque-là, va mettre un certain temps. Et un certain temps, ça veut dire plusieurs mois. Pour descendre jusqu'au niveau statique de la nappe. Et donc c'est ce temps-là qui est en fait le temps qui va être nécessaire pour que la nappe se régénère. C'est ce pourquoi, en général, quand tu surveilles un niveau d'eau, je dirais dans nos régions, le niveau d'eau, si sans pompage, va s'accroître dans la nappe pratiquement jusqu'à la fin du mois de juin, alors qu'il ne neige plus depuis le mois de février. Donc ça a mis un certain temps pour remonter. De même, quand la sécheresse arrive, on va pomper, on va pomper pendant tout l'été, parce que c'est à ce moment-là que les gens ont en général besoin de plus d'eau. Et donc quand on va arriver en septembre, la nappe va être très basse, et on va dire, c'est bizarre, au mois de novembre, elle est toujours restée aussi basse. Oui, parce qu'il lui faut un certain temps pour récupérer, et en général, elle a récupéré vers février, fin mars. À ce moment-là, elle a récupéré son temps. Donc ça, c'est ce qui existe dans 90% des nappes, je dirais. Et alors évidemment, le gros danger, c'est la pollution. Et donc la pollution d'une nappe, elle est particulièrement dangereuse dans le rayon d'influence du puits. D'accord ? S'il y a une pollution dans ce rayon d'influence, quand on fait une étude hydrogéologique pour dire ce puits peut servir, on calcule quel est le rayon d'influence après 2 jours de pompage et après 50 jours de pompage. Et ça, 50 jours de pompage, 2 jours de pompage, ça détermine la zone de prévention proche, et 50 jours de pompage, ça détermine la zone de prévention éloignée. Et donc, en général, les autorités interdisent certaines activités dans ces 2 zones de prévention. Par exemple, si tu as un puits à vocation alimentaire, mais tu ne peux pas avoir un cimetière, par exemple. Tu ne pourrais pas avoir un dépôt d'acide. Tu ne pourrais pas avoir toute une série de choses comme ça. C'est interdit dans ce rayon-là. Donc ça, c'est la règle. Ça, c'est ce qui s'appelle uniquement les nappes libres. Alors, il y a des nappes beaucoup plus rares que tous les hydrogéologues recherchent,
qui sont les nappes captives. Alors c'est quoi une nappe captive? Une nappe captive, c'est une nappe qui est prisonnière dans une roche. Et alors comment est-ce que ça se passe? Comme un puits de pétrole, quoi. Voilà. Ouais. Comment ça se passe? En fait, tu imagines que tu as les terrains dont je t'ai parlé, donc au-dessus, tu as une nappe libre qui est dans un sol, et puis tu as des roches, et ces roches, à cause de l'histoire géologique, sont une succession, toujours les mêmes, ininterrompues, de roches de différents types. Ça existe beaucoup en Belgique, ici. Par exemple, dans toute la région de Charleroi, etc., on parle beaucoup de quartzo-phyllade, de calcaire et de schiste. Et donc ça ne reflète jamais que la mer qui s'est retirée, qui a réenvahi, qui a été retirée, ça au fur et à mesure des siècles, à un même endroit. Et donc, plus la mer s'éloigne ou se rapproche, plus tu vas avoir des sédiments fins ou des sédiments grossiers. Et donc tu as cette alternance grès, schiste, grès, schiste. Les grès sont perméables, les schistes ne le sont pas. Donc imaginons que sous ta nappe libre, tu as de la roche, essentiellement des schistes, et puis tout d'un coup tu as un petit banc gréseux. En général, ils sont moins épais. Ce banc gréseux, lui, il est perméable. Et si latéralement, à des kilomètres, il émerge quelque part, eh bien une partie de l'eau d'infiltration va rentrer dans ce grès. Et donc va descendre et remplir ce niveau de grès, qui est sous les niveaux de schiste. Quand tu vas forer, tu vas d'abord passer par les sols, dans lesquels tu diras, tiens, j'ai une nappe libre. Oui, ok, tu cimentes parce que ce n'est pas ça qui t'intéresse. Tu continues à forer, tu es dans le schiste, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'eau, puis instantanément, tu touches le grès. Instantanément, si le niveau d'eau dans le grès est à 3 mètres de profondeur, et que toi tu l'as touché à 71 mètres, instantanément le niveau va remonter à 3 mètres de profondeur par le principe des vases communicants. C'est pour ça que c'est appelé une nappe captive, parce qu'elle n'avait pas la latitude de remonter librement. Pourquoi est-ce que tous les hydrogéologues cherchent ça? Pour 2 raisons. Parce que dans une nappe libre, si tu veux protéger ton puits, tu es obligé de protéger dans toute l'aire d'infiltration qui est autour du puits et qui peut être très étendue. Ça peut être 1 kilomètre, le rayon. Donc sur 2 kilomètres de distance, tu dois veiller à ce qu'il n'y ait aucune pollution. Alors, ça paraît facile, ce ne l'est pas toujours. En fait, moi quand j'étais gamin, mes parents m'avaient payé un Solex. Alors le Solex, il m'avait dit, ben avec ton Solex, tu fais ce que tu veux. Mais tu te débrouilles, c'est toi qui auras les sous, et avec l'argent de poche que tu as, tu te débrouilles. Tu t'imagines bien que quand j'avais fait X kilomètres et qu'il fallait faire la vidange d'un demi-litre d'huile de mon Solex, je venais avec le demi-litre trouver ma mère en disant c'est de la mauvaise huile, qu'est-ce que je fais? À l'époque, pas de parc à containers, rien du tout. Alors au milieu, tu ne mets pas ça dans mon évier. Ok, donc qu'est-ce que je faisais? J'allais dans le fond de mon jardin, je prenais la bêche, je faisais un trou de 40 cm, je jetais mon demi-litre d'huile et je remettais la terre. Il faut savoir que 1 demi-litre d'hydrocarbures, c'est énorme comme pollution. Il faut bien se rendre compte que les hydrocarbures sont dangereux à partir de 2 microgrammes par litre. C'est-à-dire que quand je mets 1 demi-litre, je pollue 5000 m3 d'eau. 5000 m3 d'eau à vocation alimentaire. Et c'est une pollution qui durera des siècles et des siècles avant qu'on puisse l'enlever. Donc, protéger une aire de 2 km pour être sûr que personne ne va aller jeter un peu de crasse avec un bidon d'huile dont il ne sait pas trop bien ce que c'est, mais il le laisse dans le plastique et on verra ce que ça fera, c'est très très difficile. Donc c'est ce pourquoi la pollution des eaux de surface augmente sans arrêter. Donc c'est difficile. Par contre, quand tu es dans une nappe captive, il suffit de protéger l'aire d'infiltration du grès, qui peut n'être que de quelques centaines de mètres carrés. Il suffit de mettre une barrière autour, de mettre une rigole sur tout le pourtour, parce que si quelque chose vient, on le contourne, et là, la nappe est protégée. Donc c'est extrêmement intéressant. Deuxième point, qui est extrêmement important, c'est que quand tu as ta nappe libre,
ton puits, à 2 mètres de ton puits, s'il tombe de l'eau, elle va rentrer dans le puits au bout de quelques heures, voire quelques jours. Si tu as ta zone d'infiltration qui est à quelques kilomètres, l'eau, elle doit pénétrer dans le grès et elle va être filtrée pendant très longtemps pour arriver jusqu'à ton puits. Donc c'est une eau qui est extrêmement bien filtrée et ça permet de bien protéger la nappe. Et donc les nappes captives sont des nappes qui sont très recherchées parce qu'elles sont naturellement mieux protégées que les nappes captives, que les nappes libres. D'accord ? Donc voilà, ça c'est les 2 grands principes. Alors maintenant, il y a des petites subtilités. Mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais des petites subtilités que les gens ne comprennent pas toujours. Comme par exemple, si tu es dans une nappe libre, que tu fores un puits, et tu commences à pomper sur ton puits, il faudra quelques heures, voire quelques jours, pour que le puits qui se situe à 50 ou à 100 mètres de là, commence à être influencé par ton pompage. Tandis que dans une nappe captive, comme la nappe est sous pression, si tu es dans un puits et que tu as foré un autre dans la même nappe à 100 mètres ou à 1 km ou à 10 km de distance, dès que tu commences à pomper, c'est une transmission de pression dans la nappe qui est instantanée et les puits réagissent tout de suite. Donc il faut savoir ces choses-là parce que les gens confondent parfois en disant « mon puits ne réagit pas », alors que là il réagit. Oui, mais là c'est une nappe captive, là c'est une nappe libre, ce sont des choses différentes. Donc voilà, ça ce sont les grands principes.